Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On ne maîtrise jamais entièrement le cours de notre vie. L'accouchement est l'un des moments d'une vie où ce sentiment est le plus prégnant. Dans cet épisode, Rosine nous partage son récit en commençant par la minutieuse préparation de son projet d'accouchement en maison de naissance. Arrivée en fin de grossesse, elle se sentait capable de tout. Pourtant, une fissure de la poche des os la ramène bien vite à une réalité parfois difficile à comprendre. Malgré toutes ses tentatives pour faire démarrer le travail, Rosine doit accepter le transfert à l'hôpital. Dans ce nouveau contexte, elle a tenu à mettre en place ses pratiques de relaxation, mais un déclenchement n'est jamais de tout repos. Rosine parviendra à se sortir de ce tourbillon en rencontrant son enfant comme elle l'avait demandé, dans la douceur du pot à pot. Le suivi global lui aura permis de se préparer au mieux et de revenir, durant son postpartum, sur cet accouchement qui ne s'est pas passé comme elle l'avait imaginé. Aujourd'hui, Rosine nous raconte son histoire. Bonjour Rosine. Bonjour Capucine. Bonjour Rosine, bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie, merci. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Et à vous. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire, mais pour commencer, on aimerait te demander de te présenter. Alors je m'appelle Rosine, j'ai 35 ans, je vis à Saint-Romain-de-Jallieunas en Isère et je suis éducatrice dans une école hors contrat où on est en pédagogie par la nature depuis 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as souhaité accoucher ? Alors j'ai souhaité accoucher à la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu, première heure au monde. D'accord. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors une maison de naissance, c'est un service qui est rattaché à un hôpital où les familles, donc les couples sont accompagnés par des sages-femmes pour accoucher de manière physiologique, donc c'est-à-dire le plus naturel possible. Si. Maintenant qu'on voit un peu qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer un projet en maison de naissance. Ok. Avant tout, on aimerait bien savoir un peu ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'était quelque chose qui venait vraiment de toi ou est-ce que dans ton entourage, dans ton passé, tu as eu des connaissances qui ont pu avoir un parcours physiologique, maison de naissance ou autre ? Alors moi c'est ma vie professionnelle qui m'a conduit vers les maisons de naissance. Du coup, je baigne dans un environnement où on est en pédagogie alternative, donc dans la bienveillance, avec des parents très impliqués dans l'éducation, qui pour la plupart ont accouché soit à domicile, soit en maison de naissance ou dans des plateaux techniques à Lyon. Et donc, moi, j'étais très passionnée par les pédagogies, mais à partir de 3 ans, donc 0-3 ans, moi, je ne connaissais pas. Et je vous avoue que je n'ai jamais été vraiment attirée par l'accouchement. Je pense que ça devait m'effrayer, parce que pour moi, c'était accouchement hôpital. Et du coup, ces familles m'ont ouvert une porte. Et quand j'ai découvert cette porte, j'ai ouvert cette porte, je me suis vraiment passionnée ici par le sujet. Et des amis ont accouché à la maison de naissance de Bourgoin, m'ont fait des témoignages. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller vers ce projet. Et ça m'a donné envie de devenir maman aussi. C'est beau. Donc tu expliques que c'est par ton contexte professionnel et des témoignages d'amis que tu as connu les maisons de naissance. Et avec ces témoignages, quelle était l'image que tu te faisais de ces maisons de naissance avant d'entamer ton suivi ? C'était vraiment un rapport très intime au corps. Je pense que dans ce qu'on me décrivait, c'était un respect du corps de la femme et un accompagnement vraiment intimiste, avec un respect de tout le corps, on peut dire médical des sages-femmes qui étaient dans la douceur, l'écoute, chose que j'ai du mal à percevoir dans des accouchements
à l'hôpital. J'ai eu aussi en fait cette, je pense, pulsion de femme, hein. À un moment où leur témoignage, ça m'a mis beaucoup en émotion et du coup, le papa lui aussi était très à l'écoute de ces témoignages où il y a une implication du père dans les accouchements en maison de naissance et du coup, ça lui a fait écho aussi. Justement, j'allais te demander, toi, tu as eu ces témoignages et ces envies qui sont nées en toi. Et quand tu as partagé ça avec ton conjoint, on voulait connaître un petit peu aussi son point de vue, lui, sur les maisons de naissance. Alors, il était totalement, on va dire, observateur au début. Il a énormément apprécié les rendez-vous, l'écoute, la découverte, les lectures qu'on a pu avoir. Et il apprenait comme moi. Alors lui, il a plus un profil scientifique, donc très rationnel. Donc il était super content qu'on parle d'ocytocine. Il découvrait ce que c'était. On a eu beaucoup d'explications aussi sur le fonctionnement du corps de la femme, plus biologique. Et donc lui, il était waouh, incroyable. C'est l'histoire du premier bassin, deuxième bassin. Et surtout, sa phrase, je m'en souviendrai toujours à la fin. Bon, après nous, on a eu un épisode qui n'était pas forcément voulu à la fin, mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est merci de donner la possibilité d'être acteur aussi dans l'accouchement, grâce aux maisons de naissance, que c'était un plus mon choix quand même de vouloir aller en maison de naissance. C'est plus moi qui a fait les démarches. Oui, in fine, il a toujours été là et il a été heureux de vivre l'expérience. Complètement, oui. Comment te sentais-tu à l'idée d'être suivie par les mêmes sages-femmes du début de ta grossesse jusqu'au postpartum ? Ah mais moi ça me rassurait, j'étais dans une confiance avec les sages-femmes qui était infinie. Je pense que je me suis vraiment abandonnée dans leur façon de faire. Et justement c'était une confiance qui s'est installée au fil des rendez-vous, au fil des préparations. Les échanges qu'on a pu avoir, elles sont très disponibles. Je sais toujours pas comment elles font pour s'organiser parce que j'ai toujours l'impression que j'avais une réponse au moment voulu, que j'étais limite leur seule patiente alors qu'elles en suivaient énormément. Elle me montrait une entière disponibilité. Pour moi, c'était très rassurant d'être avec elle. Tant mieux. Je pense que c'est aussi un des objectifs de l'accompagnement global. Et donc, dans le principe justement du suivi global, tu as toujours fréquenté le même binôme de sages-femmes. Oui. Et en quoi considères-tu que ça a apporté vraiment un plus lors de l'accouchement ? Quel est le plus que ça a apporté pour toi ? Alors, moi, j'avais la chance, je pense que c'est dans les binômes, parfois elles sont 3, elles sont très complémentaires. Elles nous apportaient toutes les deux vraiment des éléments différents, des compétences différentes. L'une n'allait pas sans l'autre dans l'accompagnement, je parle. Oui. On avait les questions qui étaient peut-être plus parfois d'ordre est-ce que là je peux continuer à travailler parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter mais je suis quand même à beaucoup de mois de grossesse et d'autres qui vont être plus sur l'aspect après l'accouchement, comment ça va se passer au niveau de l'allaitement, comment ça va se passer au niveau du sommeil, comment on va préparer la suite, on va dire sur des temporalités différentes vu des profils différents. Et du coup nous ce qu'on a aimé aussi dans ce binôme, c'est qu'elles ont après l'accouchement, étaient toutes les deux présentes. Donc, elles sont venues à tour de rôle pendant je crois que c'était 6 jours. Elles sont venues chacune leur tour tous les jours. Et ça, c'était génial parce qu'on était attachés autant à l'une qu'à l'autre. On reviendra un petit peu plus sur le postpartum tout à l'heure. Du coup, oui, c'était vraiment important et intéressant pour vous que ce soit toujours ce binôme qui soit avec vous. Maintenant qu'on a une vision un petit peu générale de ton suivi, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et que tu nous évoques et racontes comment se sont passées les visites mensuelles, les consultations, et est-ce qu'il y avait des actes médicaux qui étaient pratiqués par les sages-femmes à ce moment-là, et si oui, quels étaient-ils ? Alors déjà, avec la maison de naissance de Bourgoin, on en discute avec les personnes qui vivent autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Donc moi déjà, j'avais un peu ce stress de me dire est-ce que mon dossier allait être accepté ? Quand j'ai eu la réponse positive, j'étais pleine de joie parce que ce fut pas le cas pour d'autres amis. Et du coup, le premier rendez-vous, comme vous pouvez imaginer, il était très attendu. Et ça s'est passé, pas dans les locaux de la maison de naissance, mais elles ont un cabinet qui est pas très loin de notre maison. Donc on les a rencontrés, on a déjà rencontré une première sage-femme où là c'était un rendez-vous
En fait, il n'y a pas eu de déroulé. Je me souviens que c'était un rendez-vous où c'était nous qui parlions. C'était pas la sage-femme. C'était comment on allait, comment on voyait la grossesse. Enfin, c'était vraiment comme un moment d'échange, mais un peu à sens unique, où c'est nous qui parlions. Et en fait, j'ai juste eu la sage-femme qui a regardé, je crois qu'elle a écouté le cœur. Oui, le premier rendez-vous, on a écouté le cœur. Et c'est tout, je crois. Il n'y a pas eu d'autres... elle a touché mon ventre. Elle a regardé un petit peu comment j'allais, mais sinon, je me souviens que c'était très, très, très léger le moment où j'ai été allongée sur la table, et on était plus sur un temps d'échange, sur ce premier pas dans la vie d'une future maman avec mon conjoint. Et on n'a pas eu elle nous a pas expliqué comment tout allait se dérouler. On était plus sur quelque chose de vraiment, vraiment simple. Voilà, c'était très simple, très humain. Et on est rentré dans des détails techniques et plus organisationnels sur les rendez-vous suivants. Donc je crois qu'on avait un rendez-vous par mois. Donc chaque rendez-vous, elle prenait mon poids, mon pouls, on écoutait le cœur du bébé. Moi j'ai une grossesse qui s'est vraiment très bien déroulée. Donc tous les rendez-vous avaient une thématique particulière. Donc ce premier rendez-vous global, et après chaque rendez-vous mensuel avait une thématique. Donc on a eu un rendez-vous qui s'est déroulé à la maison de naissance pour expliquer comment l'accueil se faisait le jour J avec d'autres parents. Ce rendez-vous s'est fait. On a eu un rendez-vous sur l'allaitement, un rendez-vous sur la présence du papa. On a eu aussi des rendez-vous sur moi je me souviens que j'avais pas trop écouté sur si on ne peut pas rester dans la salle de la maison de naissance et qu'on doit être transféré, comment ça se passe, si on doit avoir recours à la péridurale et autres, comment ça se passe, parce qu'on en parle finalement, on n'a pas très envie d'en parler en tant que parents, parce que pour nous, on va avoir un accouchement physiologique et on va pas être médicalisé, mais du coup il y a un rendez-vous sur cette thématique-là. Et après, on a des rendez-vous aussi sur le jour J, donc ça c'est la maison de naissance. Sur tout ce qui va être protocole médical, on en a un seul, je crois, sur le test du diabète, sur des choses comme ça. Ça, on a un rendez-vous, mais le test du diabète, on n'est pas obligé de le faire. Je me souviens qu'on a le choix. Entendu. Donc, les rendez-vous dont tu viens de parler, c'est des séances de préparation, apparemment. Oui. Donc ça, c'est en parallèle de tes consultations mensuelles, on est d'accord ? Oui. Tu as évoqué d'ailleurs que certaines de ces séances de préparation étaient en groupe. Est-ce qu'elles ont toutes été en groupe ou est-ce que ce n'était que certaines ? Est-ce que vous aviez le choix ? Alors, nous avions un rendez-vous obligatoire à la maison de naissance qui s'est fait avec plusieurs parents. Donc, c'était tous les parents. C'était l'occasion aussi de se rencontrer. Tous les parents qui accouchaient, où les mamans allaient accoucher dans la même période. Donc, moi, j'ai accouché en juillet 2021. Donc, c'était tous les accouchements entre mi-juin et mi-juillet, à peu près. Donc, on était à peu près tout au même stade. Et ce rendez-vous, elle nous avait demandé de venir avec le conjoint. Moi, j'avais pas pu parce que mon conjoint n'était pas disponible. Du coup, c'est ma maman qui était venue. Elle avait accepté que ma maman soit là et ça lui a permis de découvrir que ma maman appréhendait beaucoup. Et donc là, on a eu une visite, on a signé des documents, on a reçu une pochette avec des documents. Et là, ça, c'était collectif. On a eu la visio concernant... donc c'était collectif aussi, concernant tout ce qui était transfert à l'hôpital, hospitalisation, toute la partie qui était très technique, protocolaire. Ça s'est fait en visio et c'était collectif aussi. Donc il y a eu 2 temps où la préparation s'est fait en collectif et c'est obligatoire, oui. D'accord. Et toutes les autres, c'était en individuel avec seulement ton conjoint et toi et une des sages-femmes du binôme. Tout à fait, oui. Donc en cabinet, donc le cabinet qui est à côté de la maison. Tu as aussi évoqué des thématiques. Oui. Est-ce que vous aviez, dans les séances individuelles, je parle, est-ce que vous aviez le choix de ces thématiques ? Peut-être que vous aviez une liste, mais est-ce que vous pouviez dire, aujourd'hui, je préférerais aborder telle ou telle thématique, ou est-ce que finalement, c'était plus les sages-femmes qui vous guidaient dans le déroulé de ces séances ? Le premier rendez-vous dont je parlais, qui est un peu plus global, elle nous demandait un petit peu nos volontés. Est-ce qu'on voulait être formé à l'autonomie ? Est-ce que nous voulions être formés au massage ? Est-ce qu'on voulait... Voilà, on a un peu défini nos orientations. Est-ce qu'on voulait des informations sur l'alimentation pendant la grossesse, sur comment se soigner pendant la grossesse ? Voilà, on a défini un peu nos orientations. Suite à ça, il y avait les grandes thématiques obligatoires, on va dire, qui sont nécessaires et inhérents à l'accouchement. Comment le
le bébé descend, comment faire pour que le bébé se retourne. Donc avec elles utilisaient des mannequins, des bébés mannequins pour expliquer. Et après nous, il y avait nos volontés personnelles sur les thématiques sur lesquelles nous voulions être formés, sur les lectures qui étaient dans notre choix de projet de naissance. Donc c'était un peu la définition du projet de naissance et après les rendez-vous découlaient de ces demandes individuelles. C'est chouette. Tu as évoqué justement peut-être des parcours avec de l'aptonomie ou d'autres interventions, on va dire, de professionnels hors maison de naissance. Ça peut être du yoga, ça peut être du chant, de l'acupuncture ou autre. Est-ce que justement ça a été ton cas ou est-ce que tu n'as été suivie que par les sages-femmes de la maison de naissance ? Alors non, du coup, dans un premier temps, elle ne faisait pas les échographies. Donc il y a plusieurs échographies qui ont été faites par d'autres sages-femmes qui pratiquaient. Et au niveau suivi, moi je faisais du yoga prénatal une fois par semaine par une prof de yoga qui était formée par Martine Texier, qui travaille beaucoup sur la respiration de la vague. Et c'était vraiment en complémentarité de ce que la maison de naissance me proposait. Et ça m'a beaucoup aidée, en tout cas, à mettre en application tout ce que mes sages-femmes me disaient sur en fait quand on nous dit il faut travailler le périnée, qu'est-ce que ça veut dire, nous on ne sait pas. Moi le yoga c'est vraiment quelque chose qui me convenait et j'avais le temps le mercredi de faire ça, fait que je ne travaillais pas et j'ai trouvé un cours avec 2 autres mamans qui sont devenues des amies maintenant, où on a fait notre préparation yoga prénatale ensemble. Et moi j'impulsais un peu dans les cours, vous connaissez la maison de naissance, c'était des très bons moments, oui. Ouais, c'est chouette. Et au-delà de ces bons moments, c'est toujours un petit peu le cas, mais est-ce que tu avais des angoisses particulières lors de ta grossesse, des stress, des peurs, et si oui, à quel niveau ça se situait ? En fait, ma grossesse s'est très bien déroulée malgré la très forte fatigue comme tout au début. J'ai pas eu de gros symptômes. Juste, j'étais donc dans un projet d'école où nous n'avons pas trouvé de remplaçante. Donc, j'avais du mal à terminer mon emploi pour me consacrer pleinement à ma grossesse et mon accouchement parce que j'étais très accaparée par l'école et d'autant plus que nous, comme les maisons de naissance, nous étions un peu sur les mêmes dynamiques où les maisons de naissance cherchaient à être crédibles aux yeux de l'État, aux yeux des hôpitaux, en essayant d'apporter des informations très techniques sur le bénéfice qui en était fait pour les mamans. Et du coup, moi aussi, à l'école, j'essayais de défendre auprès de l'État que ce qu'on mettait en place était bénéfique aussi pour l'enfant plus grand sur les apprentissages scolaires. Donc, je me suis retrouvée à un moment où j'ai plus pensé à ma vie professionnelle que ma vie personnelle. Et c'est peut-être là où j'ai eu quand même des angoisses, des peurs de me dire... en fait, je stresse beaucoup, je travaille beaucoup. Quel impact cela va avoir pour mon bébé ? Je pense que je n'ai pas su m'arrêter avant et mes sages-femmes me disaient « Arrête-toi quand tu te sens prête ». Je n'avais pas de directive de leur part. C'était... comme c'est des métiers passion, elles le comprenaient très bien et du coup, on était vraiment dans un échange aussi sur nos 2 corps de métier. C'était passionnant et je pense que si elle ne m'avait pas dit « Rosine, ta grossesse se passe à merveille, tu as tous les signaux verts pour accoucher avec nous », s'il y avait eu une petite problématique, je me serais arrêtée et j'aurais peut-être eu moins d'angoisse et de peur qui se sont cumulées inconsciemment. Oui. Quoi qu'il en soit, d'après ce que tu dis, tes sages-femmes étaient présentes pour t'accompagner dans ces angoisses. Et tu dis qu'il y avait un échange passionnant du fait que, justement, ce sont des métiers passion où c'est difficile. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'elles ont pu faire ou dire qui t'ont aidé à traverser ces angoisses ? Oui, tout à fait. Elles m'ont toujours vraiment marqué l'importance d'être deux, pas que pour l'accouchement, pour la grossesse, l'implication du papa, elle est là dès le début et elles me l'ont beaucoup rappelé. L'implication de l'entourage, de ne pas rester seule face à des interrogations. Quand on est enceinte, il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur ? J'aimais bien
bien ma vie avant? Est-ce que je vais vraiment réussir à être une bonne maman? Tous ces moments-là, elle me rassurait individuellement, mais en me disant aussi de bien m'entourer et de bien parler de toutes ces problématiques à mon entourage. De ne pas rester dans un schéma où je me renferme sur des peurs, comme elle me disait, qui sont communes à la majorité des mamans. Oui, et donc après tout ça, est-ce que tu te sentais prête ? Alors moi, personnellement, je ne voulais pas, sur la fin, je n'avais pas vraiment envie d'accoucher, j'étais tellement bien. Je me souviens, elle me disait toujours le super pouvoir des mamans qui arrivent en fin de grossesse où on a l'impression qu'on a des ailes qui se déploient et qu'on peut tout assurer. Et je la croyais pas au début et je me souviens, je disais, ah mais oui, c'est incroyable, on a l'impression qu'on peut tout faire. Et j'adorais cet état et je me disais, ah mais j'ai envie de rester comme ça encore un petit temps. Et du coup, comme en fait j'ai eu une micro-fissure pendant un cours de yoga et je l'ai senti tout de suite, c'est ce moment où un peu, c'est pas tout a basculé, mais j'étais en plein cours de yoga et ma professeure de yoga me dit « Rosine, ton legging il est un peu mouillé ». Et je lui dis oui, c'est bizarre. J'ai eu la culotte mouillée aussi cet après-midi. Et comme tout s'était bien passé, j'envoie un message illico à ma sage-femme pour lui dire c'est quand même étrange. Je veux te poser la question parce que là, j'ai quand même la culotte et le legging mouillé aujourd'hui. Je pense que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses? Donc j'envoie mon message à la sage-femme et elle me répond aussitôt. Elle me dit Rosine, j'arrive dans 30 minutes chez toi. Je me dis pourquoi? Et elle l'avait déjà en fait dans l'idée que c'était une fissure. Et donc du coup, elle m'a accompagnée après en me disant je viens de constater que tu as une fissure de la poche des os. C'est vraiment infime, mais on est obligé en fait de rentrer dans un protocole où tu as 24 heures pour accoucher en maison de naissance. Donc là, elle met en place, elle me rassure. Et donc elle vient quand même à la maison, elle n'habite pas à côté du tout. Elle sent ma panique totale. Je suis effondrée, tout s'écroule en fait d'un coup. Je me dis c'est pas possible parce que elle me fait comprendre que va falloir vraiment tout donner ce soir pour être cette nuit à la maison de naissance, qu'elle m'attendra, qu'elle sera là pour moi, mais qu'il fallait que j'ai des contractions et que le bébé il sorte là dans les 24 heures, sinon je devais aller à l'hôpital. Et donc on a fait un décollement placentaire, j'ai eu une liste de choses à faire, j'ai fait jusqu'à minuit et dans la nuit elle a vu que je l'avais pas appelée, donc on se rappelle tôt le matin où elle me dit écoute, je viens de voir, on va voir comment ça se passe. Et donc elle passe un long moment avec moi, donc elle revient le lendemain matin très tôt, un long moment avec moi où elle me dit écoute, on va être là pour toi, mais tu dois aller à l'hôpital, t'as rendez-vous à 9h. Donc là j'arrive à l'hôpital, donc sans rien, sans aucune contraction, malgré tout ce que j'ai fait. J'avais deux bonnes sages-femmes qui m'ont bien préparée, donc je savais ce qu'il y avait à faire, mais on le sent aussi en soi quand je vous le disais tout à l'heure, j'avais pas forcément envie d'accoucher tout de suite, je pense. Et j'avais pas de contraction, donc j'ai dû rentrer dans un protocole à l'hôpital qui était pas forcément très simple. Mais comme nous arrivions avec un projet maison de naissance, les sages-femmes de l'hôpital, elles ont vraiment été à notre écoute et nous ne sommes pas le premier couple qui venait de la maison de naissance parce que le lieu où on accouche à l'hôpital, il est juste au-dessus de la maison de naissance. C'est vraiment l'étage du dessus. Et du coup, mes sages-femmes, à la suite de l'accouchement, étaient en contact avec mon conjoint, donc on leur posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on ne devait pas faire? Parce qu'à l'hôpital, tout est très chronométré, millimétré. On est avec le monitoring en continu. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Donc, pas du tout ce qui nous était expliqué lors des préparations. Et on a dû, en fait, jongler entre nous, on sait ce qu'on veut, en le disant à l'hôpital, et la réalité. C'est-à-dire que l'hôpital a dû aussi me presser parce que, au bout 24 heures après, je n'avais toujours pas de contraction malgré... J'ai eu de l'acupuncture à l'hôpital, j'avais demandé, j'ai eu un deuxième décollement, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont faites. Je n'avais pas de contraction, j'en ai eu un petit peu, mais au bout de plus de 30 heures. T'en étais à quel terme? Alors, j'étais à 2 semaines, 2 semaines avant le terme. Donc, j'étais à 8 mois et 2 semaines. Ouais, ça se comprend un peu, quoi. Donc, voilà. Et ils m'ont fait un déclenchement, mais sans me le dire vraiment.
Au bout de 30 heures, ouais. Ils m'ont dit, on va ramollir votre col. Je ne savais pas que c'était un déclenchement. Je l'ai su après. Et donc, je suis passée de aucune contraction à une contraction de 1 minute toutes les 10 secondes. Voilà, sans ouverture. Je n'avais pas le col ouvert. Donc, ça a été très, très violent. Oui. Et mon conjoint me massait le bas du dos. On avait vraiment... On s'était parti sur... je vais accoucher, en fait. On s'est mis en position et j'étais dans la chambre. On s'était mis en position comme on nous avait appris. Il avait même préparé un drap où je pouvais me suspendre. Sauf que on apprend que mon col n'est pas du tout ouvert. Donc ça a été très violent. Ça a duré... J'ai tenu 1h30. Et après, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez la péridurale ? Vous souffrez beaucoup trop. Et je me souviens, en maison de naissance, elle m'avait dit, il faut être dans le oui, il faut accepter et ne pas être non plus dans le rejet quand on est à l'hôpital, parce qu'on peut aussi avoir des complications et autres, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc j'ai accepté la péridurale, sauf qu'ils n'ont pas réussi à me piquer. J'avais des espèces de petites convulsions où je tremblais. Donc ça a été un moment très difficile, surtout qu'il faut accepter un acte médical qu'on ne voulait pas du tout à la base, sur lequel on n'était pas contre, mais qu'on ne s'imaginait pas. Et là, mon conjoint était exceptionnel, il m'a rassurée. Il faisait vraiment le pont entre l'hôpital, les sages-femmes et moi, pour que, en fait, je passe quand même un très bon moment d'accueil de l'enfant. Et à partir du moment où tout ça a été mis en place, j'ai demandé d'avoir un ballon, d'éteindre la lumière, parce que en fait, je n'avais toujours pas beaucoup de contractions. Et les contractions sont venues quand j'ai été dans un moment un peu plus intime, où j'ai été sur un ballon, et là j'ai demandé à accoucher à 4 pattes. Elles m'ont dit qu'elles ne savaient pas faire, donc on a appelé mes sages-femmes pour leur demander quelles pouvaient être les autres façons de faire. Donc Étienne, mon conjoint, les avait au téléphone en disant, mais on comprend pas trop le parcours de Rosine, parce que elle a été déclenchée ce matin, après elle a eu la péridurale, on sait pas trop ce qui se passe, donc on a fait un petit peu le topo, parce qu'elles suivent, en fait elles ont un ordinateur sur lequel elles peuvent suivre tout ce qui se passait pour moi. Donc elles suivaient, elles étaient en accouchement en maison de naissance, mais en même temps elles pouvaient suivre à distance. Donc du coup on a eu des informations, elles m'ont dit tu devrais faire ci. Donc j'ai mis des compresses d'eau chaude, j'ai commencé à avoir une dilatation du col, les contractions commençaient à arriver. Après, ce qui a été stressant, c'est le timing qu'on nous met à l'hôpital sur il vous reste une demi-heure, donc va falloir que le bébé sorte. Moi j'ai plus rien écouté, j'étais seule avec mon conjoint. On a vraiment appliqué ce qu'on nous avait dit sur le oui, sur les sons, pour que en tout cas l'accouchement puisse se faire par voie basse et sans être allongé, les pieds en l'air. J'ai pu au moins avoir une position qui m'était plus convenable. Et une fois que le bébé arrivait en pleine santé, je leur avais demandé que je voulais rester plusieurs heures avec mon bébé en peau à peau, en allaitement, et elles ont accepté. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'on l'avait défini dès le départ. Mes sages-femmes étaient très contentes que tout se passe bien, et elles m'ont dit, c'est là où elles m'ont dit, si tu veux, tu peux signer une décharge pour dire que tu es accompagnée par la maison de naissance pour rentrer chez toi, et nous on vient te voir dès que tu es arrivée à la maison pour faire les premiers actes médicaux de l'enfant. Donc nous on a décidé de quand même faire la pesée et la première visite avec le pédiatre à l'hôpital, pour la simple et bonne raison qu'il était très tard et qu'on était fatigués, qu'on avait quand même besoin de se reposer, surtout moi. Et on est rentré par contre 15 heures après l'accouchement, je suis rentrée à la maison et elles sont venues pour que je leur explique, et on a beaucoup discuté sur comment ça s'est passé, ce que j'ai pu en tirer de bon dans cet accouchement grâce à leurs conseils, leur accompagnement, et surtout réaliser à quel point si on n'était pas à deux et avec autant de connaissances, je ne sais pas si j'aurais pu accoucher par voie basse. En fait, c'était aussi mon objectif pour mon accouchement, en tout cas, de Maïna. Et je vois que les sages-femmes, c'est assez fou de se dire qu'elles avaient beau ne pas être là, tout le long de ton récit, elles sont là, d'une manière ou d'une autre. C'est hyper positif parce que c'est un peu la peur qu'on peut avoir aussi dans ce genre de transfert. Tout à fait. C'est de perdre tous les repères tout d'un coup. Alors il faut quand même se dire que sur le moment, j'ai vécu ça comme un abandon. Mais je me disais, mais où est-ce qu'elles sont ? Et en même temps, les sages-femmes de l'hôpital sont des sages-femmes aussi qui sont d'une douceur. Enfin, je trouve que toutes les sages-femmes que j'ai pu rencontrer pendant ma grossesse ou ailleurs, je les trouve d'une douceur et vraiment d'une écoute. Ce qui se passait, c'est qu'à l'hôpital, elles n'étaient pas formées et elles nous disaient, mais nous, en fait, on découvre, on apprend. Et
après que Maïna soit née, qu'elle soit sur moi, que j'ai pu vraiment l'allaiter pendant 3 heures, j'ai trouvé ça juste incroyable. À l'hôpital, on m'avait dit que c'était pas possible, donc elles m'ont laissé parce que le créneau était disponible. Enfin, bref, en tout cas, ça a été possible. Et elles m'ont dit, en fait, on a quand même pas mal de familles qui viennent à l'hôpital parce qu'il y a des transferts ou autres. De mémoire, les sages-femmes nous avaient dit que c'était 20 ou 30% des inscriptions des couples en maison de naissance qui vont à l'hôpital. Et donc, les sages-femmes de l'hôpital nous ont dit, mais en même temps, nous, on apprend plein de choses avec vous. Vous arrivez, vous êtes déjà préparés. Et pour eux, en fait, c'est aussi une garantie que tout peut bien se passer, qu'ils ne sont pas dans un stress de méconnaissance sur l'accouchement. Parce que l'image qu'on pourrait avoir, c'est ils vont être réfractaires à tout, ils ne vont pas vouloir coopérer. Et ce n'est pas du tout. Justement, on nous apprend à travailler ensemble avec l'équipe. Oui, du coup, des deux côtés, tu as eu des équipes soutenantes, quoi. Oui, et bien même le sage-femme, c'était un sage-femme qui m'a fait l'acupuncture, qui est passé dans notre chambre avant qu'on parte pour nous dire que lui, il aimerait que toutes les femmes puissent bénéficier au moins d'un accompagnement maison de naissance. L'accouchement, c'est pas possible en termes d'espace, de temps, et il nous expliquait, le constat était que c'était le manque d'information, de préparation pour les couples, et que lui, ce qu'il constatait au niveau de l'hôpital, c'est que quand les parents arrivaient, s'ils n'avaient pas de temps à leur accorder, donc s'ils n'avaient pas de connaissances, les mamans peuvent être très vite livrées à elles-mêmes, et que c'est ce qu'il déplorait, et que du coup, nous, même si on aurait vraiment aimé être avec une de nos 2 sages-femmes, ça aurait été, au début, ça a été dur à accepter sur le moment, mais après, elles étaient, voilà, comme j'ai pu expliquer, elles étaient présentes à distance. Ça nous a permis en tout cas de savoir qu'on avait un soutien. Oui. Pour tout ce qui est de ton compagnon, ça c'est un peu arrivé par parcimonie dans ce que tu disais sur le fait que finalement il est aussi lui-même resté acteur malgré le protocole hospitalier. Il était quand même présent. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur sa présence. Oui, il était très important. Surtout, je pense qu'il a été vraiment acteur. Il n'était pas assis sur une chaise à attendre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à arriver à l'hôpital, vu que quand j'ai été déclenchée, j'avais pas pu prendre mon petit déjeuner. Je sais plus pourquoi, j'avais des examens à passer. Et après, quand j'ai eu la péridurale et autres, ils m'ont dit non mais là elle peut plus manger. Et ils disaient mais c'est pas possible, elle a pas mangé depuis hier soir. Donc comment on fait? Il a réussi à négocier que j'ai un carré de sucre, puis du chocolat. Mais vraiment, c'était très peu, mais c'est que je me sentais super faible à ce moment-là. Il a aussi déplacé à chaque fois le monitoring quand le bébé descendait. C'était un monitoring mobile, mais j'avais des câbles, des cathéters un petit peu partout. Et donc du coup, il remettait tout en place pour que je puisse être à 4 pattes, me mettre le ballon. Et les sages-femmes me disaient, souvent quand le monitoring ne se déplace pas, on peut estimer que je crois que c'est le rythme cardiaque du bébé diminue. Mais là, en fait, c'est lui qui suivait, qui le descendait. Donc il a fait ça, et après il a essayé d'être vraiment très positif. Il essayait il voyait que moi j'avais un peu comme un rêve qui n'avait pas pu être réalisé, donc il essayait de vraiment voir la chance qu'on avait aussi de pouvoir contacter nos sages-femmes, de pouvoir quand même bénéficier de connaissances sur l'accouchement physiologique, qui permet en tout cas à la maman de se sentir bien à l'accueil de son bébé. L'allaitement aussi, c'est quand même pas évident. Là, la première fois qu'on a son nourrisson et de la mise au sein, il me demande si j'ai pas trop froid. Il est très aidant. Et surtout pour l'arrivée à la maison, c'est quand même la place du papa, elle est hyper importante. On n'a pas eu le temps, par exemple, de voir le bain à l'hôpital ou autre, donc ça, c'est nos sages-femmes qui nous ont dit, qui nous ont donné, le temps. Ils ont pris le temps avec Étienne pour qu'il ait un moment lui aussi après accouchement, pour pas que ce soit moi qui soit en contact avec les sages-femmes pour expliquer ce que j'ai vécu. Lui aussi, il avait son regard où il a été très, comme tout papa, il a été très déstabilisé de la souffrance qu'on peut avoir. Un accouchement, ça, c'est quand même parfois assez douloureux, et il avait besoin de s'exprimer. Elles ont été à son écoute et disponibles.
Et après, je pense qu'il en retient actuellement, c'est le fait de toujours avoir été actif, que ce soit quand j'ai eu des contractions, quand j'ai eu besoin de me retourner, quand j'ai eu besoin de mettre mon enfant au sein, il était toujours présent. Oui, ça fait une belle aventure à raconter malgré le fait que tu aies été transférée. Finalement, il y a beaucoup d'accompagnement et qui permettent peut-être de réparer aussi des choses, de faire de tout ça une jolie histoire malgré tout. Oui, avec le recul, vraiment, je réalise en vous parlant, j'aurais jamais été capable de faire ça avant. Et là, 2 ans, c'est bien. Et je le fais parce que j'ai accouché en juillet 2021 et après, donc ça a été l'été du pass sanitaire et de moments assez difficiles. Et je me suis sentie aussi, du coup, mince, je fais pas partie des mamans qui ont accouché en maison de naissance. Et ça, c'est assez dur. Heureusement qu'on avait les séances de rééducation du périnée avec mes sages-femmes qui me permettaient de garder le lien. J'avais comme ce sentiment de dire, je fais pas partie de cette famille. Et si, il faut juste vraiment du temps, du recul pour pouvoir réaliser que les choses, elles peuvent être très belles et positives, mais il faut voir quel regard on a dessus. Oui, c'est en plus, comme tu dis, au sein d'une famille, on a tous des parcours différents et c'est ok, on peut quand même tous être dans une grande famille avec tout ce que ça implique, les nuances pour chacun. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu avais pu signer une décharge pour rentrer un petit peu plus tôt chez toi aussi. Oui. Avec la possibilité de pouvoir rentrer très rapidement. Vous avez voulu vous reposer un petit peu. Tu disais, je crois que c'était 15 heures après que vous étiez rentré. Ça reste quand même un retour relativement précoce par rapport à ce qui se fait, on va dire, habituellement en maternité. Comment tu as vécu ce retour à la maison C'était un soulagement. En fait, j'y étais depuis le mercredi, donc c'était devenu un peu long. Et vraiment dans une ambiance où le contexte était stressant. J'occupais une chambre, il fallait que je la libère. Je commençais à avoir des phrases déstabilisantes que j'avais pas forcément envie d'accueillir et d'encaisser à ce moment-là. Donc, mon conjoint est maraîcher, donc il m'a amené des petites salades et j'avais vraiment envie de rentrer à la maison et qu'on mange nos petits légumes et qu'on soit dans notre cocon familial. Donc, ça a été vraiment un moment de grand soulagement. Quand on est rentré, on était très heureux. Et après, il y a d'autres problématiques qui arrivent, de rentrer à la maison. On est seul, on n'a pas d'équipe. Si on a des questions, si on a des doutes, si on ne sait pas comment faire au début avec un bébé. Donc, il faut être entouré et pas hésiter à en parler à ses sages-femmes en se disant là, en fait, elle pleure depuis 3 heures, qu'est-ce que je dois faire? Pas rester seul, en fait, quand on rentre rapidement comme ça et qu'on n'a pas vraiment de cadre, on va dire. Et moi, j'ai vraiment apprécié retrouver mon espace et une tranquillité où on n'était pas dans le tumulte de l'hôpital, des horaires où en fait, je me souviens que on est monté dans la chambre après l'accouchement vers 3h du matin. Ils nous ont réveillés à 6h et ils ont demandé à réveiller le bébé pour les premiers examens médicaux. Moi, j'ai trouvé ça trop dur en fait d'être réveillée. Après, il y avait ils nous ont demandé si on voulait un petit déjeuner. Il fallait répondre tout de suite parce que c'était jusqu'à telle heure. Je trouvais ça, c'est pas partout comme ça, mais en tout cas, nous, ils étaient sur ce rythme-là. Et à la maison, on a pu appeler nos familles au bout de 2 jours pour leur dire, on s'est laissé un petit temps, venez voir comment on va et nous aider, en tout cas pour les premiers temps avec l'enfant. Oui, donc le retour au cocon, c'était plutôt tranquillisant et apaisant pour vous. Oui, tout à fait, oui. Et au début de notre discussion, tu as évoqué un petit peu du coup le suivi postpartum quand tu as fait un panorama global de ton vécu. Est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu plus en détail comment elles vous ont accompagné pendant cette période-là? Tu disais à quel rythme elles sont venues. Tu disais quelque chose comme tous les jours pendant 6 jours, mais peut-être qu'après ça s'est passé mais elles ont continué, ou peut-être c'est vous qui êtes allés à la maison de naissance. Enfin, raconte-nous un petit peu ce suivi postpartum, comment il s'est passé pour vous.
Alors, du coup, elles sont venues, je suis quasi sûre qu'elles sont venues, en fait, je réfléchissais pendant l'interview, je pense qu'elles sont venues 8 jours, tous les jours, un jour sur deux, pour la prise de poids du bébé, parce que Maïna avait perdu un petit peu de poids, donc elles ont mis en place un dalle, parce que j'avais pas encore de lait. Après, elles sont venues, donc il y a eu les 8 jours, pour la prise de poids, la santé mentale de la maman, je dis ça parce que j'étais quand même un peu sous le choc parfois sur ce que je racontais, en disant waouh, quand même, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Le contre-coup, elles ont été vraiment à l'écoute en me disant oui, elles me le disaient, on en parle moins en maison de naissance, mais l'accouchement peut être aussi à l'hôpital de cette manière. Ça arrive, en me disant que j'étais pas la seule. Donc on a eu tous ces temps-là. Et après, la rééducation du périnée sur plusieurs séances, avec pas mal de séances étalées sur un an. Pendant toutes ces séances, on prenait aussi le temps de parler comment ça se passe au niveau du sommeil, parce qu'on a eu des fortes problématiques de sommeil avec Maïna. Ça a été très 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 dur. Pareil, elles étaient aussi disponibles pour m'écouter, pour pas forcément me donner de conseils ou de recettes toutes faites ou de méthodes, mais de me dire ce que je pourrais mettre en place, vers qui je pourrais me tourner. En tout cas, c'est elles qui ont été présentes pendant ces périodes de vie avec le bébé. Non, mais c'est chouette. Est-ce que juste tu peux préciser pour nos auditeurs et nos auditrices ce qu'est un dalle par rapport à l'allaitement ? Alors c'est un petit récipient avec une petite corde qu'on attache autour du cou en lacet, dans lequel on met du lait. Donc nous on avait mis du lait de riz, je crois. Et il y a deux petits tubes très très fins, très souples, qui permettent au bébé, quand il va téter et être mis au sein, on lui insère ces deux petits tubes très fins dans la bouche, on les colle sur le téton, et en fait, quand il va téter, il va absorber le lait du dalle pour être nourri, et en même temps la succion stimule le lait maternel et le bébé ingère du lait pour pouvoir se nourrir quand il y a une perte de poids assez importante du nourrisson après l'accouchement. C'est le dispositif d'aide à la lactation, le DAL. Et en effet, oui, ça permet de garder le type de succion tout en ayant un apport plus rapide, parce que des fois c'est épuisant de téter pour un bébé. Mais ça aide bien, et c'est souvent le premier truc par lequel on passe pour pouvoir sauver un allaitement qui a du mal à se mettre en place pour diverses raisons. Du coup, c'est cool que tu aies pu y avoir accès. Et en effet, dans les maisons de naissance, elles sont souvent formées à l'allaitement, ce qui n'est pas le cas partout, et ce qui est dommage puisqu'il suffit de pas grand-chose en fait. Ça devrait être plus fréquent. Ça pourrait aider beaucoup de gens. Oui, tout à fait, oui. Donc, il ne fallait pas qu'elle perde plus de 12% de son poids de naissance, car j'aurais dû, si ça avait été le cas, retourner à l'hôpital. Oui, c'est des bonnes précautions. Et ça a été positif ? Et tu n'as pas été amenée à retourner à l'hôpital et tu as pu allaiter ? Oui, j'ai pu allaiter 20 mois. Donc, j'ai eu un allaitement, je crois que c'est Actrine. En fait, j'avais du lait que quand mon bébé était au sein. Donc, j'ai jamais pu tirer mon lait, j'ai jamais réussi. Pourtant, j'ai essayé plusieurs méthodes. Et en fait, j'avais du lait qui coulait que quand elle tétait. Donc, j'avais pas d'engorgement. J'ai pas connu l'engorgement, les crevasses, etc. Ça a été très long à être mis en place, mais après, ça a été un allaitement vraiment royal. Bah, c'est super, c'est quand même une belle expérience avec tous ces rebondissements et puis riche en émotions et en souvenirs. Oui, elles m'ont beaucoup aidée aussi, parce que la montée de lait, la mise en place de l'allaitement, je sais pas si j'avais été à l'hôpital, je sais pas comment ça se passe, mais je crois que j'ai eu ma montée de lait vraiment tard, au bout de 5 jours, je crois. Oui, c'est un peu tard, oui. Ou 4 jours, peut-être 4, non, je crois que 5 jours le mercredi. Donc elle m'avait prescrit de l'homéopathie. J'avais, je crois, des graines germées de fenouil, je crois. Oui, c'est possible, oui. C'est ce qu'il y a dans les tisanes d'allaitement, en tout cas. Ouais, c'est ça. On essayait plein de choses. Et en fait, on pouvait pas la laisser par contre sans être nourrie. Bien sûr. Et j'avais pas envie de la mettre au biberon. Je pense que là, à ce moment-là, j'étais très attachée à l'allaitement. C'était un peu mon nouveau cheval de bataille. Et je voulais réussir. Dans tout ça, tu nous disais au tout début que les maisons de naissance finalement rentraient dans le cadre de tes valeurs, que tu les avais découvertes suite à des discussions avec ton environnement, à ton milieu professionnel, enfin tout ce qui faisait ce que tu es. Et donc on se demande ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu une maison de naissance à côté de chez toi, puisque tu as la chance d'avoir une maison de naissance pas si loin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de maisons de naissance en France. Et qu'est-ce que tu aurais fait si ce n'avait pas été le cas ?
Très bonne question. J'ai découvert du coup qu'il y avait des salles nature ou physio, qu'il y avait des plateaux techniques. J'habite pas très loin de Lyon. Du coup, je pense que je me serais dirigée vers ces services-là. Après, je m'étais renseignée aussi sur l'accouchement à domicile. C'est quelque chose que j'ai pas envisagé, mais que j'aurais pu si c'est nécessaire. Il y avait des sages-femmes à domicile près de chez toi? Tu le sais ou tu t'es pas renseignée? Eh ben, je sais pas. Non, je me suis pas renseignée. D'accord. J'ai 2 amis qui ont accouché à domicile à Lyon. Je pense pas que cette sage-femme vienne jusqu'en Orisère. Donc je sais pas du tout sur cette question-là. Vraiment, quand j'ai découvert les maisons de naissance, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est ce côté un peu comme à la maison, dans un lieu où on est en toute sécurité et on est accompagné. Et je pense que ce cadre rassurant, aussi bien humain que matériel, permet en tout cas, m'a permis d'accorder ma confiance. Oui, parce qu'il n'y a pas d'aide médicale, mais t'es si proche de l'hôpital que finalement, c'est tout comme... Oui. Vous êtes au rez-de-chaussée, c'est ça, à Bourgoin-Jallieu, tu disais? Oui. Et l'hôpital est juste au-dessus. Et l'entrée, elle est indépendante de la maison de naissance. Elle est vraiment... elle est un petit peu cachée, c'est très... Est-ce qu'il faut un code? Il faut sonner. Maintenant que tu nous as parlé de toute cette expérience et toute cette aventure, et avec finalement tout ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Une maison de naissance, c'est un lieu où les valeurs sont centrées sur la maternité, l'accouchement, le postpartum, l'allaitement, et où on est vraiment en totale écoute et avec des sages-femmes qui seront disponibles et bienveillantes pour que nos choix d'accouchement soient pris en compte. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas d'autres lieux pour accoucher où la présence du papa elle est aussi active. Merci pour cette définition et merci pour toute cette discussion. Merci à vous. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront un peu mieux les parcours potentiels en maison de naissance, puisqu'ils sont multiples, comme on peut le voir depuis le début de nos interviews. On espère aussi que ceux et celles qui se préparent à un accouchement physiologique puissent prendre des informations de ton parcours aussi, puisque ça reste un parcours possible. Et comme tu dis, 30% des cas, c'est pas rien non plus. Donc voilà, ça nourrira des couples qui se préparent et peut-être qui appréhendent aussi ce genre de transfert. On peut comprendre qu'on en tire aussi des choses tout à fait bénéfiques malgré le fait que ça ne corresponde pas à notre premier projet. Et on espère que du coup, ils trouveront aussi des réponses dans tout ça. Complètement, oui. Une dernière petite question avant de nous quitter. Est-ce que tu aurais une petite astuce à partager aux auditeurs et aux auditrices pour ceux en tout cas qui souhaitent accoucher physiologiquement ? Oui, moi j'aime beaucoup donner le nom d'une bande dessinée qui s'appelle Les super pouvoirs de l'accouchement. Je ne sais plus qui est. C'est La naissance en BD. C'est Lucille Gomez ? Oui, Lucille Gomez. J'aime beaucoup cette bande dessinée. Elle résume de manière assez humoristique ce qui est nécessaire en tout cas pour un accouchement physiologique. Et c'est un premier pas en tout cas. L'entrée dans ce merveilleux monde qu'est l'accouchement naturel. Et après, ça ouvre des perspectives sur comment j'ai envie d'accoucher pour avoir ces conditions réunies-là. Est-ce que tu peux nous redire le titre et l'auteur ? La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs, Lucille Gomez. Merci beaucoup. Et merci encore pour tout ce que tu nous as partagé, pour la confiance que tu nous as accordée à livrer ce récit plein d'émotions. On te souhaite une très bonne continuation. Puis n'hésite pas à nous recontacter si un jour tu envisages un nouvel accouchement et en maison de naissance, parce que tout peut arriver. Oui, on l'espère. On vous le souhaite. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.